matin, on se lève différemment. Sans raison, tout a changé. C'est peut-être un soleil né dans la nuit qui nous offre le choix des couleurs. C'est peut-être une petite voix qui s'invite à notre table et promet de ne jamais nous quitter. Ou encore, un petit air entraînant qui fait dévier notre route par bonheur. Alors, on est prêt à refaire le monde. En fait, c'est pas si compliqué. Il suffit d'un éclair qui nous dit « Le changement, c'est pas les autres, c'est moi. » Alors ça, c'est des éléments qui sont intéressants à conserver, y compris la poutre de bois qui est au milieu de la façade. Lors du dernier épisode, les citadins ont reçu le feu vert d'un architecte de la ville de Montréal à la suite de l'analyse de leurs plans. Monsieur Laberge connaissait les contraintes du projet. Il était emballé par le projet, par l'idée de faire quelque chose de carrément nouveau avec du vieux. Ils se sont aperçus qu'ils avaient atteint la limite du volume d'essence auquel ils avaient droit. Là, c'est terminé, le plan est fini, puis maintenant, on va se creuser la tête pour trouver d'autres solutions. Enfin, ils ont aussi choisi d'allouer une partie de leur budget à la location d'un local du quartier. Ce nouvel espace devrait leur permettre de progresser plus rapidement. Dans notre nouveau local, au rez-de-chaussée, on a entreposé tous les matériaux qu'on a récupérés durant les dernières semaines. Là, on est capable de trier tout ce qui est bois, métal, autres, pour pouvoir ensuite bien s'organiser là-dedans, dans notre tête, dans nos designs et travailler ces matériaux-là. Récemment, on a pris possession de ce local. Ça permet de diviser le groupe en deux, d'avoir des travaux qui puissent avancer au niveau de pièces, de structures qui doivent être fabriquées à part du chantier. Et ça permet aussi au chantier d'avoir plus d'espace, de s'éparpiller un peu plus parce qu'on est moins dans leur parc. Il y a quelques jours, on a trouvé des portes en BC Fir, en sapin de la Colombie-Britannique, dans un centre de démolition. On a aussi récupéré des planches de BC Fir dans un autre centre de démolition. Ça va nous permettre d'avoir un raccord entre les portes et les boîtes, qui vont servir de cadre aussi. Et puis, à ce moment-là, ça va être plus joli en façade. Alors maintenant, je suis en train de fabriquer les boîtes ici en fonction des portes qu'on a trouvées. Pour ce qui est des bois de fenêtres, on travaille avec deux contraintes. On a les ouvertures existantes en façade et puis on a des vitres thermos qui ont été trouvées aux grandeurs approximatives. Alors, entre ces deux mesures-là, on est limité par l'espace extérieur et l'espace intérieur. Pour travailler avec du bois récupéré, il y a quand même plusieurs étapes à suivre pour le rendre plus joli, pour retrouver le grain. On a récupéré des planches qu'on est venu raboter avec un rabot électrique sur le champ. On a mis un chanfrein sur l'arête. Et pour la face de la planche, on l'a sablé tout simplement avec une sableuse à bande. Et puis à ce moment-là, ça nous permet de retrouver la couleur du bois. Là, on enlève tous les clous, on fait le tour de notre future ouverture de fenêtre, on enlève tous les clous pour après passer à la scie HL, ouvrir ça et mettre enfin nos fenêtres.
comme couper, continuer à couper, mais pas à fond. Puis on va y aller... On l'enlèvera après. Bon, on ira le couper. Je vais aller chercher le... Elle n'est pas très droite hein, pour l'instant, mais ça va s'arranger. Faire un immense aquarium. Puis avec les rayons du soleil, il devient vert. Et ça devient masse thermique. Ouais, avec des algues et des... Ouais. Dans la maison au rez-de-chaussée, on voulait garder un espace ouvert. Il y a plusieurs fonctions au rez-de-chaussée, mais on voulait pas fermer ça puis cloisonner ça. Et le système qu'on a trouvé, qui est assez impressionnant, c'est un poitrail. Pour bien comprendre c'est quoi un poitrail, si je prends par exemple le pont Jacques-Cartier, on a des tabliers qui servent pour le passage des voitures. C'est vraiment des tabliers qui sont soutenus par des câbles qui reprennent la charge de tout ça puis qui reportent la charge sur des piliers. Nous, on n'a pas la structure en haut pour se permettre de soutenir ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on installe dessous un système en tension qui repousse le centre avec une pièce métallique, ce qui fait que notre tension, elle est dessous au lieu d'être en haut, puis on repousse la poutre vers le haut. C'est ça un poitrail. Donc l'ingénieur n'était pas forcément sûr de la solution quand on lui a présenté, parce que ça sort un peu des solutions classiques qui consistent à retirer les parties un peu défaillantes ou pas suffisamment solides pour les remplacer par des nouvelles, redimensionnées. Donc là, le fait de jouer avec une poutre ancienne réaubanée avec notre poitrail, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se fait couramment. Donc il a dû refaire des calculs et il est revenu une semaine après là, pour nous dire que ça fonctionne. Donc on part là-dessus. Tout ce qui est acier, tout ce qui est soudure, c'est notre Vincent qui s'occupe de ça. Alors là, il est très autonome en soudure, il fait tout ça lui-même. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'utilisation du poitrail, là, c'est vraiment de la récupération de la structure existante. Pour l'instant, elle est faite donc, pour ne pas supporter un poids de neige parce qu'il n'y a pas d'isolation, donc la neige fond et s'écoule. Là, comme on veut l'isoler, la neige va rester dessus, donc il faut que toute la structure puisse prendre beaucoup plus de charge. New York, 11 août 1987. Après un périple de près de 3 mois en mer, une barge transportant 3200 tonnes de déchets revient finalement à son point de départ. Durant presque 3 mois, partout où l'équipage espérait enfin se débarrasser de son indésirable cargaison de poubelles flottantes, il a essuyé le refus des autorités. Ainsi, tour à tour, la Caroline du Nord, la Louisiane, l'Alabama, le Mississippi, la Floride, le Mexique, le Belize et les Bahamas ont refusé d'accueillir les déchets new-yorkais. Après une longue saga et bien des tracas liés à la salubrité publique, la barge arrive à sa destination finale, ironiquement son point d'origine. Nous entretenons une drôle de relation avec nos poubelles. C'en est presque comique. Nous aimons acheter, boire et manger, mais ce qui finit dans un sac à ordures nous inspire le dégoût. Ça nous indiffère, ça nous incommode même. C'est tellement vrai que lorsqu'on parle d'un endroit pour les enterrer, des voix s'élèvent saisies d'épouvante. Quoi? Des poubelles près de chez moi?
Il n'en est pas question. Alors, on fait quoi? Toronto. Matière résiduelle du secteur résidentiel. 877 000 tonnes par an. Population, 2,5 millions d'habitants. Après la fermeture de son dernier site d'enfouissement en 2002 et à la suite de la promesse électorale du gouvernement ontarien de ne pas en ouvrir d'autres près des zones résidentielles, la ville achemine temporairement ses ordures ménagères au Michigan. Mais Toronto, qui vise un taux de diversion des sites d'enfouissement de 100% pour 2012, lance un ambitieux programme de collecte des déchets organiques. Cette volonté de Toronto est due à la position du Michigan à notre égard. Nous envoyons environ 105 camions par jour là-bas. Mais le Michigan a banni les bouteilles de boissons gazeuses et les déchets organiques. Alors nous avons été forcés de changer notre manière de faire les choses. Et c'est bien, puisque c'est bon pour l'environnement. De toute façon, nous n'avions pas le choix. Adam Jambron, conseiller municipal, Toronto. La collecte des déchets organiques à Toronto a démarré en 2002. Elle a été mise en place dans la banlieue résidentielle d'Etobicoke. Au cours des 3 dernières années, le programme s'est étendu à la banlieue de Scarborough, puis au centre-ville de Toronto en 2004. Cette expansion comportait de nombreux défis, une forte densité de population et une multitude de petites maisons construites il y a une centaine d'années. Dès son entrée en vigueur, la collecte des déchets organiques connaît un taux de participation de 90%, là où elle est implantée. Notre prochain objectif est d'étendre le programme aux immeubles d'habitation d'ici 2007. Il y a environ 5000 habitations de ce genre à Toronto, ce qui représente environ la moitié de la population. La phase suivante prévoit que tous les parcs et les rues de la ville seront dotés de 3 poubelles spécifiques. Une pour les déchets, une autre pour le recyclage et une troisième pour les matières organiques. La différence entre le programme de Toronto et celui d'autres villes comme Halifax, c'est que nous pouvons accepter des matières comme les sacs plastiques. Cela simplifie la manipulation de ces déchets qui sentent souvent mauvais. Dans les usines de traitement, on retire les sacs plastiques et les autres matières non compostables, comme des piles ou des fourchettes que les gens ont jetées. Ensuite, les déchets sont traités pour devenir du compost. Grâce à la collecte des matières putrescibles et au compostage, Toronto réussit à améliorer son taux de diversion de l'enfouissement, passant de 25% en 2000 à 36% en 2004. Nous atteindrons un taux de recyclage d'environ 80% d'ici 2 ans. Les 20% restants vont nécessiter beaucoup de travail car il y a des milliers de petits produits, brosses à dents, ampoules. Nous devrons donc adopter de nouveaux procédés, actuellement développés ici et en Europe, pour trier plus efficacement les déchets. Avec l'évolution des lois et des technologies, nous visons un taux de diversion de 100%. Nous n'atteindrons pas cet objectif en 2010, mais peut-être en 2015. Même si Toronto achemine toujours ses déchets au Michigan, elle réussit désormais à en valoriser l'équivalent de 37 camions par jour. Sur ce total, 1 ou 2 camions arrivent tous les jours au Québec, à Sorel, après un voyage de 563 km. L'ensemble des ordures ménagères sont mis en fait par un grappin dans le bioréacteur. Donc, les matières résiduelles vont demeurer 3 jours dans le bioréacteur. Et ce qu'il va y avoir dans le bioréacteur, c'est la transformation de tout ce qui est compostable en compost. Jean Baudouin, PDG, Comporec. Et tout ce qui n'est pas compostable va passer à travers une chaîne de tri où on va récupérer du métal, du plastique haute densité, du bois, du fibre de verre, tout ce qui peut être récupéré et récupérable dans le marché de la récupération. Maintenant, le compost, lui, va s'en aller dans un bâtiment de maturation pour un séjour de 30 jours. Et dans le bâtiment de maturation, bien, il y a de l'air forcé qui est injecté sous les piles
de compost et il y a une machine qui va retourner le matériel au fur et à mesure de son évolution jusqu'à temps qu'on puisse produire un compost mature et qui est un produit commercialisable. Comporec a livré récemment une usine dans l'État de New York et en construit une autre en banlieue de Paris. L'entreprise, qui détient plusieurs brevets, vise aussi d'autres projets internationaux. Cette journée-là, les citadins profitaient de quelques moments loin du chantier pour faire une étrange visite. C'est que les citadins avaient entendu parler d'un procédé particulièrement original qui pourrait changer leur perception des sacs de poubelle. Alors la curiosité avait pris le dessus. À travers les rues, ils promenaient leurs ordures en direction de ce qui ressemblait, selon toute vraisemblance, à un repère d'alchimistes. Pyrogenesis, la genèse du feu. Donc, on est spécialisé dans les hautes températures, des extrêmement hautes températures. On parle de plasma, des températures de 5000 à 10 000 degrés qui sont comparables à la surface du Soleil. Et nous, on utilise le plasma pour détruire et convertir les déchets en matière utile. Pierre Carabin, ingénieur, chef de projet Pyrogenesis. Notre technologie est assez innovatrice dans le sens qu'on voit les technologies plus anciennes comme l'incinération qui sont à plus basse température, qui ont toutes sortes de problèmes en termes de déchets secondaires, en termes de polluants. Et vraiment, notre approche, c'est pas d'amener les déchets à un gros site d'enfouissement, un gros incinérateur de 50 000 à la ronde. C'est vraiment d'avoir quelque chose à côté des gens. Alors, la première étape pour traiter vos déchets, c'est de les déchiqueter en petits morceaux. Ça permet à notre système de mieux traiter les déchets. OK. Et on met toutes sortes de déchets, là. On fait pas le tri avant de les mettre là-dedans? N'importe quoi rentre là-dedans. D'accord. Mélanger en petits morceaux, ça fait un beau mélange homogène qui va très bien brûler. La deuxième étape, c'est le traitement thermique, qui fait essentiellement deux choses, gazéification et vitrification. OK. Tu jettes ça là-dedans? Vitrification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essentiellement la fusion de tout ce qui est matière inorganique. Des choses comme le verre, le métal, les roches, les cendres, tout ça se trouve à être fusionné sous forme d'un vitrifiant qui est inerte. Ça, c'est inerte. Et tout ce qui était organique dans vos déchets transforme en gaz qu'on brûle pour produire de l'électricité. Et cette électricité, qu'est-ce qu'elle devient? On la vend à un client. OK. Et vous en servez peut-être pour alimenter une machine? Ou... Oui, on alimente notre propre machine avec cette électricité-là, mais on produit de l'électricité en surplus aussi qu'on peut vendre. Un des avantages de notre technologie, c'est qu'elle permet de faire de la cogénération. Vraiment, il faut faire de la cogénération d'électricité, de vapeur et d'eau chaude. Donc, ça nous permet d'avoir une production locale d'énergie. C'est particulièrement intéressant pour des endroits isolés où ils doivent importer des combustibles fossiles pour produire l'énergie. C'est d'ailleurs le cas du Japon, qui ne dispose pratiquement pas de ressources propres. Le pays dépend des importations pour 80% de son énergie. Ils sont pris souvent avec un problème de déchets dont ils doivent se débarrasser, qu'il faudrait qu'ils exportent, et ils sont pris à importer de l'énergie ou du carburant. Donc, avec notre système, on se trouve à leur fournir une solution double, c'est-à-dire qu'on les débarrasse de leurs déchets tout en produisant de l'énergie. Contrairement aux incinérateurs conventionnels, qui plafonnent à des températures moins élevées, les systèmes de pyrogénésis sont capables d'éliminer les déchets toxiques et dangereux. Cependant, même si elle offre des perspectives intéressantes, cette technologie n'est pas encore très répandue. Actuellement, l'enfouissement demeure toujours la solution la moins coûteuse en termes d'élimination des déchets. Les nouveaux alchimistes ne transforment donc plus le plomb en or,
il transforme plutôt les poubelles en une myriade de pépites sombres. Or, qui sait, l'humanité y trouvera peut-être une richesse bien plus utile que celle des métaux précieux. Montréal. Population 1 812 723 habitants. Matière résiduelle générée 945 000 tonnes par an. La ville ne possède plus de site d'enfouissement sur son territoire immédiat. Elle ne compte qu'un site, qui est cependant exclusivement destiné aux matériaux secs. Actuellement, Montréal achemine plutôt ses déchets vers sa banlieue. Mais alors que la politique québécoise de gestion des matières résiduelles vise un taux de diversion de l'enfouissement de 60%, Montréal accuse un fort retard avec environ 20,1%. Depuis 7 ans maintenant, on travaille à la mise en place d'un plan globalisé de gestion des matières résiduelles ici au Québec. Il nous reste encore 3 ans, ça va bon train. Thomas Mulcair, ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, gouvernement du Québec. La vaste majorité des municipalités qui devaient nous préparer des plans de gestion des matières résiduelles l'ont fait. Il reste un énorme morceau qui est la Ville de Montréal et ce qu'on appelle la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, mais on travaille là-dessus. On a certaines villes comme Victoriaville qui étaient vraiment des précurseurs et ils recyclent déjà bien au-delà de 50% de ce qui peut être recyclé. Là, on parle non seulement des choses classiques comme verre, papier, carton et métal, mais on parle des putrescibles, des rejets de table, tout ce qui peut être compostable et valorisé de cette manière-là. Donc, l'exemple existe. Ce n'est pas si compliqué que ça, ce n'est pas si cher que ça. Mais ça prend souvent de la volonté politique pour l'appliquer. Afin de réduire le volume de déchets destinés à l'enfouissement, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit que 60% des matières organiques soient valorisées d'ici 2008. Actuellement, seulement 7,5% des matières putrescibles sont compostées. Il y a tellement de matière organique qui rentre dans ces sites-là que ça produit énormément de méthane. Le méthane, rappelons-le, comme gaz à effet de serre, est 20 fois plus nocif que le CO2. Donc, si on peut réduire ce qui rentre dans les sites d'enfouissement, le valoriser autrement, bien, ça va nous peut-être donner un avantage. Au Québec, 40% des ordures ménagères sont constituées de matières organiques, qui accaparent inutilement 30% de l'espace des sites d'enfouissement. Le travail à faire en environnement est énorme. Au cours d'une centaine d'années, depuis la révolution industrielle, on a rejeté dans l'environnement sans trop se préoccuper. Ça fait peut-être 40, 50 ans qu'on commence à prendre conscience. Et c'est seulement depuis une génération vraiment que la notion de préserver les écosystèmes, de commencer à penser à la biodiversité, de mesurer ce qui rentre dans l'environnement et d'agir ponctuellement, mais sûrement, pour contrecarrer ces effets néfastes d'une pratique du passé qui n'avait pas de bon sens. C'est ça qu'on est en train de faire. Nous pensons qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons puiser de la Terre et à ce que la Terre peut absorber. Eh bien, c'est faux. David Suzuki, scientifique, environnementaliste et communicateur. Et les gens qui le comprennent le mieux sont ceux qui vivent sur des îles. Quand on vit sur une île, on est conscient de vivre dans un monde qui a des limites. En Colombie-Britannique, il y a de nombreuses îles près de l'île de Vancouver. Et les gens ont dû résoudre le problème des déchets. Ils ne peuvent pas s'en débarrasser en les rejetant toujours un peu plus loin. Sur une île, on ne peut pas récolter une quantité infinie de bois parce que les ressources en arbres ne sont pas inépuisables. Donc les insulaires sont conscients que la Terre a des limites. Et c'est une leçon importante que nous devons tous apprendre.
Mais dans les villes engagées dans l'économie mondiale, on a oublié cette leçon. Et pourtant, la Terre a ses limites. À moi seul, je ne peux pas sauver la planète. Mais si on est des millions et des millions à faire quelque chose à notre échelle, on peut créer un phénomène de masse. Mais on doit incarner soi-même le changement que l'on souhaite. C'est ce que Gandhi disait il y a de nombreuses années. C'est à nous d'apporter le changement. Il y a plusieurs années, ma femme m'a défié. Notre famille produisait trop de déchets. J'ai dit, je suis tellement occupé, tellement fatigué. Je ne veux pas trier le papier et enlever les agrafes. Elle m'a répondu, un jour, quelqu'un va fouiller nos poubelles et va constater que tu n'es pas à l'image de ce que tu prêches, que tu n'es qu'un hypocrite. Elle avait raison, évidemment. Et au bout de quelques mois, notre famille, nous avons 2 enfants, produisait moins d'1 sac de déchets par mois. Mes héros sont Dick et Jane Roy à Portland, en Oregon, qui produit seulement 2 sacs de déchets par année. La preuve que, si on fait très attention, on peut réduire de manière significative la quantité de déchets qu'on génère. Arrivés au terme de leur réserve d'essence, les citadins faisaient contre mauvaise fortune bon cœur. Mais en les suivant, je voyais bien que certaines tâches ordinaires étaient devenues beaucoup plus pénibles. Dans certaines situations, il y avait même quelque chose de pathétique. Mais ils étaient fidèles à leurs promesses. Ils la suivaient à la lettre. Et rien que pour ça, j'espérais qu'ils trouveraient une solution à ce qui s'avérait devenir un problème de taille. On parle d'économie d'eau, de tout ce qui se passe avec l'eau, puis tout le gâchis qui se fait avec l'eau ici. Et on a parlé d'un système qui est la phytofiltration. Et en fait, l'idée, ça serait de filtrer nos eaux grises à travers un système de plantes, puis la récupérer pour aller alimenter nos toilettes. Bah ça, moi, je trouve que c'est vraiment une super idée, là. Le principe de la phytofiltration, c'est simplement ce qui se passe dans toutes les zones d'eau stagnante. Il y a des plantes qui poussent à ces endroits-là, qui sont des filtres naturels, qui permettent de purifier l'eau. Donc ces plantes aquatiques comme les joncs, les quenouilles, les phragmites, abritent dans leur rhizome des bactéries. Donc les plantes apportent l'oxygène aux bactéries et les bactéries se nourrissent de toutes les impuretés qu'il y a dans l'eau. Vincent a ce projet beaucoup à cœur parce qu'il a travaillé là-dessus avant. C'est quelque chose sur lequel il a travaillé déjà avant de venir ici. Puis là, c'est vraiment comme la bonne opportunité pour essayer ce système-là. Puis c'est quelque chose qu'on ne peut jamais essayer nulle part parce que les gens ne veulent pas prendre le risque de faire cette expérience-là. Puis là, c'est le genre de projet où on se permet de faire des tests. C'est pas quelque chose qui est fait communément, c'est quelque chose qui a été fait à grande échelle pour des industries, mais ça n'a pas été fait pour l'habitat. Le principe fonctionne, après c'est juste une histoire d'échelle. Là, vouloir le ramener à l'échelle de la maison, ça permettait facilement, sans vouloir rendre l'eau potable, mais au moins pour les eaux qui n'ont pas besoin d'avoir une qualité d'eau potable, pouvoir utiliser ces eaux donc plusieurs fois dans la maison. Ce qu'on voulait faire dans la maison, donc, c'était réutiliser l'eau du bain, qui correspond à peu près à 30% de la consommation d'eau d'un foyer, pour la filtrer et la renvoyer dans les chasses d'eau. En gros, le système permettait d'économiser 30% d'eau potable. Ça pourrait marcher, il n'y a aucun doute que ça marcherait, mais ça prendrait juste trop de temps de trouver comment le faire. Alors il est possible qu'on abandonne ce système.
complexe environnemental Saint-Michel. Ancienne carrière de calcaire de 192 hectares, exploitée au tournant du 20e siècle dans le nord de l'île de Montréal. À compter de 1968, la carrière Miron se transforme progressivement en dépotoir. À la fin des années 80, près d'1 million de tonnes de déchets y sont enfouis chaque année. Il s'agit alors du deuxième plus grand site d'enfouissement de déchets situé en milieu urbain d'Amérique du Nord. Après 20 ans d'exploitation, la Ville de Montréal acquiert le site d'enfouissement et ses terrains adjacents. Le site devient alors le complexe environnemental Saint-Michel. Depuis, il fait l'objet du plus important projet de réhabilitation environnementale jamais entrepris par la Ville. Oui, c'est assez épeurant de s'installer à côté d'un dépotoir. Aussi, de l'autre côté, c'est une autoroute, l'autoroute métropolitaine, surélevée. C'est pas un endroit facile, effectivement. Et c'est là que c'est intéressant. L'ancien dépotoir, oui, c'est un dépotoir, mais ça va devenir un parc. Le parc qui va être aussi grand que le Mont-Royal à Montréal, un très grand parc, c'est une richesse. Stéphane Lavoie, directeur des communications de la Tohu, la Cité des arts du cirque. Tohu, en fait, ça vient de l'expression tohu-bohu, qui veut dire le chaos. En hébreu, ça veut dire le chaos, l'état de la planète, l'état de la Terre avant le jour 1 de la création. Lorsque la terre, l'eau, le feu, tout est mêlé dans un seul bloc. Le jour de la création, ça a été de séparer ça. Donc, cet état de chaos, tohu-bohu, nous plaît beaucoup, puisque tout est à faire. Et en prenant tohu, qui ne veut rien dire, on espère que dans quelques années, tohu ne voudra dire que la Cité des arts du cirque. L'idée initiale des promoteurs de la Tohu était de créer une salle de spectacle permanente, destinée aux arts du cirque. Mais cette mission s'est élargie, puisque la Tohu est aussi devenue le pavillon d'accueil du complexe environnemental Saint-Michel. Et c'est là qu'on s'est intéressé au bâtiment vert. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le bâtiment qui va accueillir le public du complexe environnemental puisse sensibiliser les gens? Et c'est là qu'on s'est intéressé à l'architecture verte. Philippe Lupien, designer urbain, membre du consortium responsable de la création de la Tohu. D'abord, il y a la fonction première, qui est la salle de spectacle, qui est un immense cylindre, quand même 20 mètres de haut par 42 mètres de diamètre. C'est quand même assez important. Et ensuite, on a placé autour de cette salle-là des petites boîtes qui sont en fait toutes les fonctions, les bureaux, les toilettes, le vestiaire, les cafés, bref, il y a un paquet de fonctions qu'on vient placer autour. Et évidemment, en se servant de l'analogie des gitans qui plaçaient d'abord le chapiteau et ensuite toutes les boîtes étaient en fait leurs charrettes dans lesquelles ils entreposaient tous leurs équipements et qui évidemment fondaient ce qui était un grand cercle qu'on appelait à l'époque le cercle de la transgression. À l'intérieur de ça, tout est possible. Le foyer, donc dans un lieu comme ça, c'est évidemment le lieu cérémonial par excellence. C'est là que tout se croise. Et on s'est arrangé pour qu'il y ait des percées visuelles sur les éléments les plus lointains dans le paysage. Et lorsqu'on entre à l'intérieur dans le foyer, veut pas, nos yeux se perdent très, très loin à l'horizon. Lorsqu'on regarde au plafond, on a mis des poutres qui sont des poutres recyclées. Le recyclage, c'est aussi introduire des histoires qu'on peut se raconter. Dans un bâtiment de cirque, les estrades nous mènent assez haut. Donc, évidemment, il faut desservir ces estrades-là. Et en général, dans les bâtiments comme les grands théâtres, les opéras, l'escalier, c'est l'objet d'apparat. On a tenu à ce qu'il porte en lui l'idée de recyclage. Mais bon, c'est facile à dire, mais il faut trouver comment on fabrique un escalier comme ça. Il faut trouver les matériaux de recyclage. Et puis, en fait, c'est des plaques, des autotamponneuses de la ronde. Ils ont même conservé, d'ailleurs, les petites pochettes de lumière qu'elles avaient à l'époque. On a pu en conserver quelques-unes. Et là, on a tout simplement dit, bon, c'est ça. La compagnie ferroviaire Canadien-Pacifique a offert les dormants de chemin de fer à la Tohu. Après les avoir traités pour en éliminer les produits nocifs pour l'environnement, ils ont servi à la construction des trottoirs et des terrasses.
Le pavillon de la TOU est situé à proximité d'une usine de production d'électricité. Cette énergie est produite à partir des biogaz de l'ancien site d'enfouissement. Qui dit turbine de production de courant électrique à partir de sources thermiques, dit production d'eau chaude en surplus. On appelle ça de la cogénération. On a appelé les gens de Gazemont, on a dit, seriez-vous intéressés à vous défaire de votre eau chaude? Et ils étaient extrêmement intéressés justement parce qu'ils doivent refroidir leur turbine. Alors le bâtiment ici, placé à une centaine de mètres de Gazemont, on n'avait qu'à passer un tuyau en dessous de la rue. Et le bâtiment est entièrement chauffé par plancher radiant avec cette eau chaude. Là, ici, on est en plein cœur du système de pré-climatisation, préchauffage du bâtiment. Derrière moi, il y a 2 trous. Ces 2 trous-là mènent à 2 longs corridors de 80 mètres de long qui prennent l'air au bout du terrain et qui, simplement par contact avec la température constante du sol à 5 mètres de profond, vont réchauffer l'air en plein milieu de l'hiver ou, évidemment, refroidir l'air en plein milieu de l'été. La TOU est située au cœur du quartier Saint-Michel, au nord de Montréal. C'est un quartier qui est l'un des plus difficiles au Canada, un des plus défavorisés. 62 communautés culturelles, 40 des gens ne parlent ni français ni anglais à la maison et un taux de pauvreté élevé avec tous les problèmes qui viennent avec, les problèmes sociaux. Et on s'est dit, on ne peut pas arriver dans ce quartier-là, faire nos trucs et qu'il n'y ait pas de retombées positives pour les gens qui sont nos voisins. S.C. Philomé, 25 ans, employé de la TOU depuis septembre 2004. Présentement, je suis guide du bâtiment et du complexe environnemental et je suis en apprentissage pour devenir assistant gérant de salle. Au niveau de l'engagement d'employés, bon, ici, on favorise les résidents du quartier Saint-Michel par rapport à quelqu'un qui vient d'un autre secteur à Montréal. Par exemple, moi, j'habite dans le quartier. À compétence égale, c'est sûr qu'il m'aurait pris moi que quelqu'un qui serait venu du quartier, je ne sais pas, Westmount, par exemple, ou bien Côte-des-Neiges. Sans les résidents de Saint-Michel, ça reste un terrain, ça reste un endroit ordinaire. Et c'est la rencontre qui se fait de tous les jours qui est touchante. Je crois que c'est là-dessus que ça se construit, du développement durable. C'est là-dessus qu'on construit du long terme. C'est sur des rencontres individuelles, des rencontres humaines. C'est pas le béton, c'est pas des arbres, c'est qu'est-ce qu'on fait autour de l'arbre, qu'est-ce qu'on fait dans la salle de spectacle. Alors là, on a récupéré les planches qui étaient dans le nouvel emplacement pour la salle de bain et on a plusieurs trous qui doivent être bouchés au niveau de l'étage. Alors ces planches-là, on va les récupérer dans ces espaces. Et puis, tout ce qui nous sert pas, on le met dans un container qui est dédié uniquement au bois qui s'en va en récupération. Être de retour au marteau me fait beaucoup de bien. En tout cas, à mon mental, ça me fait du bien d'arrêter de pitonner là, sur l'ordi. Nouveau encore semi-fonctionnel, là, je fais pas n'importe quoi. Je veux pas faire n'importe quoi, mais monter des cloisons comme ça, c'est parfait. Bâti la salle de bain, quoi. La seule pièce fermée de l'étage, c'est celle en plus qui divise le reste de l'étage en 4 sections différentes si on considère l'escalier.
petite zone boudoir, un petit atelier, on a la salle de bain, puis on a la chambre principale qui donne sur l'est. Il y a énormément de travail à faire dans les prochains jours, placer les boîtes électriques, entre autres, les entremises, même préparer les plaques de plexi, par exemple. Je suis un peu embêté par rapport au chantier parce que ça fait un bon bout de temps que je suis pas dessus. Alors, je sais plus où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'il reste à faire. Alors, je me réfère à Jean-Pierre, bien sûr, là-dessus. C'est où la dernière entremise? Hein? Fait que je l'ai juste à l'arrière. OK. Ou à l'avant. Là, il me semble être ajusté en haut, en avant, en bas aussi. Le mur de briques va se remonter la semaine prochaine et on a la pièce de coin qu'il faut remplacer parce que le bois là de toute façon ne tient plus rien. Là pour l'instant tout est sur les pattes. Donc on va remplacer ça par une cornière métallique qui va s'arrêter à fleur de la brique des deux côtés. Et c'est la pièce voilà, qu'il faut réussir à imaginer, donc qui va dépasser par rapport aux fondations. Si on avait tout prévu, on l'aurait peut-être pas dessiné comme ça, quoi, mais il va falloir trouver le moyen de raccorder. En plus, tout ça, on va le faire avec des pièces récupérées qui sont jamais aux bonnes cotes. Donc voilà, il faut découper sur des longueurs, l'acier. Il y a beaucoup de travail, oui. Place-la là. Ouais. Il va falloir peut-être la descendre. Ça dépend si on met des fourrures ici. Je le trouve mon troisième bras pour faire ça. Ah ah! Fais pas d'acrobatie, toi. Le problème avec l'humain, c'est qu'il y a deux bras. Et dans une prochaine mutation, je pense qu'on a un troisième bras. C'est toujours le bras qui nous manque. Voilà. OK. Parfait. Merci. Alors, c'est excellent d'avoir une autre personne ici. Mais il n'y en a qu'une. Parce qu'on va devoir le défaire, ça, je suis presque sûr. À cause de la hauteur? À cause de la hauteur. Alors, est-ce que je le défais puis j'essaie de la faire plus bas? Et puis j'essaie d'avoir ça à niveau de ça? Non, il va falloir se mesurer. La plupart de nos prises et de nos interrupteurs, on a acheté ça à l'éco-centre. D'autres trucs qu'on a récupérés de la maison. Mais là, il est placé, on sait où est-ce qu'il va. OK. Puis on peut faire notre filage en fonction? C'est ça, on fait notre filage, puis après, on va rajuster notre boîte. Au moins, on aura tout le gros du truc placé. J'ai compris ça. Ce qui nous manque, c'est une prise à cuisinière. De plus, on a récupéré plein de fils BX. Et puis de là, on récupère toutes nos boîtes. C'est des boîtes qu'on va remettre à l'intérieur du colombage. Il va nous manquer quelques plaquettes peut-être à boîte à jonction, des boîtes hexagonales, des cailles électriques pour le chauffage. C'est à peu près ça. Un trou ici pour monter. L'autre, on va continuer le même chemin. On va remonter comme ça, puis on va passer. Et puis, ça serait pas envisageable, par exemple, de monter là-haut, puis de passer par le plafond? On peut faire ça aussi. Ça nous évite de faire des trous en plus? Oui, tout à fait. J'en sais rien. Ouais, on peut passer directement comme ça. T'as vu, je te donne même des conseils d'électricité maintenant. Filage? 10, 11, 12, 1. Est-ce que ça fait trop long de filage? Non, c'est bien? Non, ça fait encore moins long. En cuisine, étant donné qu'on a un mur plein, on ne viendra pas encastrer nos boîtes ni passer notre filage par l'arrière. On a décidé à cet endroit-là de faire monter par des tuyaux métalliques électriques nos fils qui vont venir buter dans une belle boîte. Et comment on est sûr quand on récupère le filage qu'il marche encore? Faut juste essayer ou? Non, on s'assure qu'il n'est pas abîmé, qu'il n'est pas percé, plié. Ouais. Lui est relativement neuf là.
Il ne semble pas avoir eu énormément d'usure. Est-ce que j'essaie de détwister ça ou on s'en fout si c'est... Parce qu'il est pas mal. Ouais, essaye le plus possible. Ouais. Sans faire une folie. Ok. Ça se fait bien avec le doigt. Oui. Parce qu'on n'a pas le même doigt alors. Attends, on va remonter. On va faire des conneries. Pose la terre. Ça, tu tiens? Ouais. Tu l'as? Ouais. Je le lâche? OK. Donc aujourd'hui, ils ont prévu pas mal de pluie, donc on va travailler à l'intérieur. On a le poitrail à installer, ça fait déjà 3 semaines qu'on a à l'installer, donc ça va nous faire du bien. Là, il va se poser dans la journée. Bon. Ouais. Surtout vous lâchez rien. Vous tenez là-haut? Ouais. Tu peux y aller. Ok. C'est bien, ça monte. Ça va, mais... Je ne pourrais pas, mais ça va. Non, ça va suffire. Bon, ça bougera pas, ça, à mon ami. Bon, je peux enlever le béret? Ok. Toute la matière première, on l'a récupérée chez les ferrailleurs. Donc c'est ce qui est des morceaux de poteaux coupés, les tôles, c'est des grosses tôles qui servent pour les travaux publics, je crois, posées par terre. Donc là qui était chez les ferrailleurs, il y avait déjà des trous, on a essayé de récupérer les trous et puis donc on a tout fait ça dans l'atelier métal, dans le sous-sol de notre atelier. 1, 2, 3. Entre la position finale de celui qui est là, puis sa position finale intérieure, on fait le centre ici. Ouais. C'est ça qui est... Moi, je suis en train de vérifier mes longueurs de câble pour la position finale de cette section-là du poitrail. Dès qu'on va avoir la position finale, on va pouvoir installer la soudure puis revisser les tenseurs pour remettre la pression sur la poutre. C'est également la pièce de poitrail qui va tenir la colonne côté escalier. Alors là, par contre, on se plaque contre le poteau. Et on est bon, on n'a pas besoin de rentrer dedans. On est en train de mettre la tension finale sur le câble. Donc il faut bien surveiller de tous les côtés, qu'il n'y ait rien qui craque anormalement. Mais normalement, c'est là où on vient vraiment reprendre l'effort au milieu. Donc, petit moment de tension. Le câble, on n'a pas pu le récupérer parce que les câbles qu'on va trouver chez les ferrailleurs, on ne sait pas le type d'application auquel ils ont pu servir. Donc c'était... on ne peut pas se permettre à ce niveau-là de prendre des matériaux dont on n'est pas sûr des données techniques. Là déjà, on a dû, comme ce n'est pas une solution classique, on a dû surdimensionner les sections de câbles pour ne pas avoir de problème avec les ingénieurs qui nous conseillent sur le projet. Lors du prochain épisode, la maison des citadins se pare de nouveaux revêtements. On a beaucoup participé, mais à poser la première brique. Mais bon, c'est sûr, ils ont l'air d'être tellement efficaces qu'on va essayer de pas trop être dans leurs pattes quand même. Aussi,
la magnifique reconversion d'un bâtiment industriel. Et une ville européenne qui mise sur le soleil. D'ici là, l'expérience se poursuit sur le web.